Bonjour, ici Sophia et voici ma nouvelle histoire originale sur la chaîne Regard du Temps. Écoutons ensemble. Je m'appelle Colette Sinclair. J'ai 34 ans et pendant 7 ans, je n'avais vu personne de ma famille. Puis ma grand-mère m'a appelé un mardi après-midi, m'a dit que son médecin avait parlé de moi, pas d'année, et m'a demandé de revenir à la maison une dernière fois. 3 heures après mon arrivée dans sa chambre d'hôpital, ma sœur a débarqué en annonçant qu'elle traînait toute la famille au restaurant ce soir-là pour fêter sa promotion et que je devais sourire à chaque minute. Mes parents se sont rangés derrière elle. Mes oncles et tantes étaient-y déjà sur la liste des invités. Ma grand-mère a serré ma main et a chuchoté « Juste un dîner, ma chérie, pour moi ». Personne à cette table ne savait que je portais une lettre pliée dans ma sacoche d'ordinateur depuis 9 heures ce matin-là. Ma sœur ne le savait pas. Mes parents ne le savaient pas. Avant le dessert, chaque sourire à cette table allait mourir. Avant de vous emmener dans cette salle à manger, abonnez-vous et laissez un commentaire avec votre ville et l'heure à laquelle vous regardez. Je lis tout le monde. Laissez-moi vous ramener à ce mardi après-midi où le téléphone a sonné pour la première fois. L'appel arrive à 16h17 un mardi après-midi. Je me souviens de l'heure parce que je suis en train de fixer un plan d'implantation du projet de la bibliothèque d'Evston, mâchouillant le bout d'un crayon rouge, et mon téléphone s'allume avec un numéro que je n'ai pas composé depuis 7 ans. Indicatif de l'Ohio, 419. Je manque de laisser sonner. Puis je vois le nom du contact en dessous. Grand-mère Margie. Je décroche à la 4e sonnerie. Colette. Sa voix est plus petite que dans mon souvenir, plus fine sur les bords. Grand-mère, je suis là. Le docteur Patel m'a fait asseoir ce matin, ma chérie. Il a dit des mois, pas des années. Je pose le crayon. Je ne pleure pas. Je ne dis rien pendant un long moment. Les baies vitrées de notre bureau captent le soleil tardif de Chicago. Je regarde un voilier glisser lentement sur le lac. Quel hôpital! Sainte-Agnès, le même où ton père est né. Je pars vendredi matin. Colette, personne d'autre n'a besoin de savoir. Si tu ne veux pas qu'ils soient là, je ne leur dirai rien. Dis-le à qui tu veux, grand-mère. Je viens pour toi. Elle se met à pleurer. J'écoute. Je la laisse faire. Après 7 ans à écrire des lettres d'une écriture que je reconnaissais à peine, c'est la première fois que j'entends sa voix en temps réel depuis la nuit où j'ai quitté l'Ohio. Ton père va appeler? Il le fait toujours quand je suis malade? Qu'il appelle. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi. Je raccroche. Je ferme l'ordinateur. Je vais droit au bureau de David, 2 portes plus loin. Il lève les yeux d'une pile de dossiers d'appel d'offres. Je serai injoignable de vendredi à dimanche. Affaire de famille. Il scrute mon visage. Il était mon associé depuis 6 ans et ne pose aucune question. Prends une semaine. L'annonce de la fusion sort vendredi de toute façon. Roule prudemment. J'acquiesce. Je rentre faire ma valise. Vendredi matin, je charge un unique sac de week-end dans le coffre de ma Volvo et je pointe le nez vers l'est sur la I-80. Chicago disparaît derrière moi en 40 minutes. L'Indiana défile dans le silence. Je n'allume pas la radio. David envoie un texto vers Gary. « Ça va ?» Je réponds. « Ouais, je roule, c'est tout. » 5 heures de champs de maïs plat et de ciel gris. J'ai fait ce trajet exactement une fois en 7 ans. Et c'était dans l'autre sens. La nuit où j'ai enfin cessé de me justifier. La dernière fois que j'ai pris cette route vers l'Est, j'avais 27 ans, je portais une robe noire et je n'avais rien avalé depuis 31 heures. Ce soir, j'en ai 34. J'ai mangé une barre protéinée dans le parking souterrain. Je respecte la limite de vitesse parce que la limite de vitesse, c'est la limite de vitesse. Je franchis la frontière de l'Ohio au mile 267. Les panneaux verts de l'autoroute commencent à afficher des villes que j'ai grandies en évitant. Toledo. Bowling Green. Ma sortie. Je m'arrête à un Circle K à la sortie 181 pour un café et les toilettes. Sur le panneau d'affichage communautaire près de la porte, entre un avis de chat perdu et l'annonce d'un souper spaghetti à l'église, il y a une affiche sur papier glacé. Le logo de Harlow and Reeve Architects, que je n'avais pas vu depuis un moment.
fier sponsor du gala de printemps du Homecoming. Le nom du cabinet de ma sœur en gros caractères bleus. Je m'arrête peut-être 2 secondes devant. Puis, je paye mon café et je sors. La caissière m'interpelle. « Madame, vous avez oublié votre ticket. Gardez-le. » Merci. Je m'assieds dans la Volvo. Je bois la moitié du café. Je démarre le moteur. La ville n'avait pas changé. Il n'y avait que moi qui avait changé. Je reprends l'autoroute et dirige la voiture vers l'hôpital Sainte-Agnès. 22 miles. Mon téléphone sonne une fois. Maman. Je ne réponds pas. Je ne suis pas encore prête. Laissez-moi vous raconter la nuit où j'ai cessé d'être une Sinclair, de quelque manière que ce soit qui comptait. C'est en juillet, il y a 7 ans. La salle de réception du country club de la commune. Le 30e anniversaire de mariage de mes parents. 40 personnes sur la liste des invités. Des cousins que je n'avais pas vus depuis Noël. Le pasteur Tim. Tante Patricia. Ma mère dans une robe lavande. Mon père en costume gris anthracite, déjà à la moitié de son 3e bourbon. J'ai 27 ans. Je porte une robe fourreau noir parce que je viens de finir un stage d'été en design à Columbus. Et c'est la plus belle chose que je possède. Dans mon sac à main, plié en 3, se trouve ma lettre d'admission à l'Illinois Institute of Technology, maîtrise en architecture. Le programme commence dans 6 semaines. Mes parents m'avaient promis le fonds d'études depuis mes 14 ans. 42 000 $, assez pour les 2 premières années. Je n'avais encore parlé de cette lettre à personne. Je comptais en parler à mes parents au dessert. Mon père se lève pendant les toasts, verre de bourbon en main. Il parle d'amour, de sacrifice, d'avoir élevé 2 filles qui s'en sont plutôt bien sorties vu les circonstances. Rire poli. Puis, il change de direction. Votre mère et moi avons pris une décision et nous voulions vous l'annoncer à tous ensemble. Brianna a besoin d'un nouveau départ. Elle a traversé une année difficile, alors nous avons décidé de lui donner le fonds d'études comme apport pour son nouveau logement. Colette a toujours été celle qui se débrouille toute seule. Elle comprendra. Ma mère lève son verre. Elle me sourit, comme si je devais être reconnaissante. Ma sœur lance les applaudissements. Je pose ma serviette. Je quitte la salle. Je conduis 400 miles cette nuit-là. Ma lettre d'admission reste pliée dans mon sac. Je n'ai plus adressé la parole à aucun de mes parents jusqu'à aujourd'hui. Sainte-Agnès sent exactement comme dans mes souvenirs. Nettoyant pour sol au citron et vieux œillets. L'ascenseur fait toujours son double ding au 3e étage. Chambre 314. Je frappe une fois. Je pousse la porte. Elle est plus petite dans le lit que ce à quoi je m'étais préparée. Cheveux argentés lâchés sur l'oreiller, une perfusion fixée au dos de sa main gauche avec du sparadrap. Elle me voit et tout son visage s'ouvre comme une fenêtre. La voilà. Voilà ma fille. Je traverse la chambre en 3 pas et m'assieds au bord du lit. Je prends sa main. La peau est fine comme du papier. Elle sent le savon à la lavande qu'elle utilise depuis toujours. « Bonjour, grand-mère. 7 ans. Tu as bonne mine, ma chérie. Raconte-moi tout. » Je lui parle de Chicago, de l'appartement sur Wabash avec le bow window, de David, du projet de la bibliothèque d'Evston qui entre en construction au printemps prochain. Je garde la voix basse et je ne me vante pas. Je ne me vante jamais avec Margie. Elle n'en a pas besoin. Elle écoute. Elle pose des questions. Elle demande les hauteurs sous plafond de la salle de lecture. 5 mètres, je lui dis. Charpente en chêne. Verrière orientée nord-sud. Je te cherche sur Google chaque semaine. Tu sais ce nouveau bâtiment à Evston? C'est ma fille qui est sur la liste du conseil d'administration. Tu me cherches sur Google? Ma chérie, je te cherche sur Google depuis 2019. Je n'arrêtais pas de leur dire que tu allais bien. Ils n'ont jamais écouté. L'orgueil rend les gens sourds. Je ris. Mes yeux me piquent. Tu m'as manqué, grand-mère. Tu m'as manqué encore plus. La porte s'ouvre brusquement derrière moi. Ma mère, mon père, ma sœur. Tous les 3 dans l'encadrement, comme s'ils s'étaient concertés à l'extérieur pendant les 15 dernières minutes. Ma mère a les yeux rouges. Mon père a les mains dans les poches. Ma sœur porte une robe rouge moulante et des talons. Personne ne dit rien pendant 4 secondes.
Ma mère craque la première. Elle se précipite vers le lit et m'enlace. Je ne lui rends pas son étreinte. Parfum de lavande, lac, 7 ans de messages, sans réponse. Oh, ma chérie. Oh mon Dieu, tu es si mince. Tu manges? Je ne réponds pas. Je retire doucement ses bras. Bonjour, maman. Mon père reste dans l'embrasure. Il relève le menton d'1 centimètre exactement. Colette. Papa. Ma sœur entre en glissant comme sur un podium. Elle tient un gobelet en plastique de champagne, ce qui enfreint sûrement le règlement de l'hôpital. Elle se penche au-dessus du lit pour embrasser Margie sur la joue. Grand-mère, on va te laisser te reposer. Colette, tu as fini par arriver. Bienvenue à la maison, sœurette. J'acquiesce. Je suis venue voir grand-mère. Bien sûr. Et elle va très bien. Le docteur Patel lui a déjà donné le feu vert pour le dîner ce soir. 2 heures hors du lit. Ça lui fera du bien. Quel dîner. Ma mère me saisit la main, serrée, suppliante. Brianna vient d'avoir une énorme promotion, ma chérie. On a réservé aux lanternes pour 19 heures. La famille et quelques proches. On organise ça depuis 3 semaines. Maman, j'ai roulé 5 heures. Je suis venue pour grand-mère. Colette, s'il te plaît. Tout le monde a déjà été prévenu que tu venais. Ce serait gênant si tu n'y allais pas. Brianna me décoche un sourire éclatant. Ça compterait beaucoup, sœurette. Vraiment, la famille d'abord. C'est le sens de cette soirée. Je regarde Margie. Ma grand-mère m'observe très attentivement. Ses yeux sont clairs. Elle sait exactement ce qu'on me demande. Elle lève sa main libre et tapote le dos de la mienne. Vas-y, ma chérie. Un dîner pour moi. Grand-mère. Un dîner. Ma sœur tape dans ses mains. C'est réglé. Maman. Je ramène Colette à la maison pour qu'elle se change. Je regarde ma grand-mère une dernière fois. Elle me fait un clin d'œil. Je dis oui. La maison où j'ai grandi est presque identique vue du trottoir. Même bardage blanc, mêmes hortensias dont ma mère raffole. Même balancelle sur le porche où je lisais. À l'intérieur, toute trace de moi a été effacée. Ma chambre d'enfant est devenue un studio de yoga. Mur rose pâle. Un tapis de liège au milieu du sol. Mes étagères ont disparu. Mon poster de Frank Lloyd Wright a disparu. Un programme peloton encadré est accroché là où se trouvait ma table à dessin. Ma mère me suit dans l'escalier. On l'a refaite il y a 5 ans. Je fais du pilates maintenant. La lumière est magnifique ici. C'est joli, maman. Tes cartons sont au garage. Je peux demander à papa de les descendre si tu les veux? Non. En bas. Le dessus de la cheminée porte une photo de mariage de mes parents, un portrait de fin d'études de Brianna et une photo de fiançailles, mise en scène de Brianna et Brett. Il n'y a pas une seule photographie de moi, nulle part dans le salon. Je ne suis pas vexée. Je remarque, c'est tout. Dans la chambre d'amis, j'ouvre mon sac de week-end. J'en sors un blazer noir, un chemisier en soie blanche et un pantalon noir simple. Je me coiffe en chignon français. Je mets les boucles d'oreilles gouttes en argent que David m'a offertes après la clôture du contrat F-Stone. Je glisse mes pieds dans des escarpins noirs à talons bas. Je passe ma sacoche d'ordinateur en bandoulière. Ma mère apparaît dans l'encadrement. « Ma chérie, tu as vraiment besoin de cette sacoche? C'est un dîner en famille. » Habitude de travail. Ça fait un peu froid, ma chérie. Je voyage léger, maman, mais j'ai toujours mon travail avec moi. Elle ouvre la bouche, la referme, se retourne et descend. Je vérifie le dossier à l'intérieur de la sacoche une dernière fois. Mon père conduit. Ma mère est assise côté passager, tripotant un collier de perles. Brianna est assise à l'arrière avec moi, jambes croisées, faisant défiler son téléphone, me jetant de temps en temps un regard comme on vérifie son reflet dans une vitrine. Le Lantern Steakhouse est le meilleur restaurant d'une ville de 14 000 habitants. Applique en laiton, nappe blanche, une banquette d'angle où le maire dîne le jeudi. Brianna parle avant même qu'on ait quitté notre rue. Alors, maman, je ne t'avais pas dit avant, mais le cabinet vient de finaliser cette grosse fusion cette semaine. Ils intègrent un associé de Chicago. Totalement ennuyeux. Sûrement un vieux chauve, mais ça veut dire que je serai vice-présidente senior d'ici Noël. Facilement. Ma mère émet un son impressionné.
Oh, ma chérie, c'est incroyable, non? Le nouveau directeur général arrive le mois prochain pour la réunion d'intégration. J'ai déjà dit à Brett que j'allais me proposer pour diriger l'East Wing. C'est pratiquement acquis. Mon téléphone vibre contre ma hanche. Je le regarde discrètement sous la bandoulière de ma sacoche. Email de David. Objet. C'est en ligne. Le service communication vient de publier. Les en-têtes signées sont dans ta sacoche. Je ne l'ouvre pas. Je sais déjà. Colette, tu es bien silencieuse. Qu'est-ce que tu en penses? Je lève les yeux du téléphone. De quoi, Brianna? De ma promotion. Tu ne vas rien dire? Félicitations. Merci, Serette. Mon père croise mon regard dans le rétroviseur. Ce soir, c'est pour Brianna, Colette. Facilitons les choses pour tout le monde. D'accord, papa? Je fais glisser le téléphone dans ma poche. Le parking du Lantern est déjà à moitié plein. 12 voitures que je reconnais. Brianna répète cette soirée depuis des années. Moi, j'ai juste travaillé. À l'intérieur du Lantern, l'hôtesse nous mène au-delà du bar, à travers la salle principale, jusqu'à une longue table privée dans le coin du fond. 14 chaises, 3 déjà occupées. Tante Patricia se lève et se précipite pour m'embrasser. Elle sent le White Diamonds. Oh mon Dieu, Colette, tu es magnifique. Magnifique. Bonjour, tante Patricia. Oncle Jim me serre la main, comme si j'étais une relation d'affaires. Le pasteur Tim se lève lentement, une serviette encore glissée dans son col, et prend ma main dans les deux siennes. Colette, ça fait trop longtemps. J'ai prié pour toi chaque dimanche. Merci, pasteur. Cousine Megan et son mari font signe de l'autre bout. Les voisins d'à côté, les Henderson, ont déjà attaqué la corbeille de pain. Ma grand-mère est amenée en fauteuil roulant 3 minutes plus tard par une infirmière du Sainte-Agnès, et toute la table lui fait de la place. 4 personnes à la table juste à côté de la nôtre conversent autour de whisky et d'eau. Costume sombre, un ordinateur portable ouvert dans un coin de la table. Je ne regarde pas assez longtemps pour distinguer les visages. Mon père tapote son verre avec un couteau à beurre. Il se lève. Merci à tous d'être venus si vite. Nous sommes ici pour célébrer le nouveau titre de Brianna, directrice senior des relations clients chez Harlow & Reeve Architects. Applaudissements autour de la table. Comme certains d'entre vous le savent, cette famille a traversé des épreuves, mais ce soir est dédié à ceux qui sont restés. Certains d'entre nous ont construit quelque chose ici, chez nous. Tout le monde n'a pas eu besoin de s'enfuir à Chicago pour se trouver. Il lève son verre vers Brianna. Il ne le lève pas vers moi. À Brianna. À Brianna. La table fait écho. Je soulève mon verre d'eau d'un demi-centimètre. Je prends une gorgée. Je le repose. Ma grand-mère trouve ma main sous la table. Le serveur apporte la première série d'entrées. Crab cakes, une planche de charcuterie, une salade wedge pour ma grand-mère. Le pasteur Tim se penche par-dessus la table. Son ton est doux, curieux et peut-être un peu contrit pour 7 ans de silence. Colette, on n'a pas eu de tes nouvelles depuis une éternité. Qu'est-ce que tu fais à Chicago ces temps-ci? Chaque tête à la table pivote vers moi. Je travaille dans l'architecture. Brianna éclate de rire avant que la phrase ne soit terminée. Oh mon Dieu, pasteur, ne vous laissez pas berner. Elle fait de l'administratif dans un cabinet. C'est vraiment mignon. En gros, elle répond au téléphone et gère la photocopieuse. Le pasteur Tim cligne des yeux. Je ne la corrige pas. Je prends ma fourchette. Je coupe un morceau de salade et le porte à ma bouche. Tante Patricia fronce les sourcils. Colette. Ma chérie, c'est vrai? Brianna intervient à nouveau avant que j'aie le temps d'avaler. Allez, Tata Patty. Tout le monde ne peut pas être directrice senior. Chacun trouve son niveau. Je l'ai dit 1000 fois à maman. Colette fait ce qui la rend à l'aise. Il n'y a pas de honte à avoir un rôle de soutien. Ma mère hoche la tête en appui. Elle a toujours été plus heureuse en coulisses, approuve ma mère. Oncle Jim renifle dans son bourbon. La fille travaille à un bureau. C'est plus que ce que font mes gamins. Rire, léger, facile. Le genre de rire qui ondule autour d'une table quand personne ne pense que la cible écoute d'une façon qui compte vraiment. À la table voisine, l'homme au siège du milieu relève la tête d'1/4 de centimètre au mot architecture. Il jette un regard vers notre table, puis vers son téléphone, puis vers son ordinateur.
Je saisis le mouvement du coin de l'œil. Je ne tourne pas la tête. Je bois mon eau. Je continue de manger. La nuit est jeune. Ma grand-mère se racle la gorge. Tout le monde à la table se retourne. À 81 ans, avec un port de perfusion encore caché sous la manche de son cardigan, elle commande toujours une pièce. Colette s'en sort très bien. Très bien. Sa voix est douce, mais assurée. Ma mère se penche et lui tapote la main comme pour calmer un petit enfant. Maman, ne la pousse pas. Elle n'aime pas l'attention. Tu le sais. Mon père repose son bourbon. Certains d'entre nous n'ont pas pu s'enfuir à Chicago, maman. Certains sont restés et ont pris soin de la famille. Ça compte aussi. Richard. Le ton de ma grand-mère se durcit. Arrête. Arrêtez quoi? Tu fais une scène? J'expose un fait. La table se tait un instant. Le pasteur Tim s'intéresse soudain de très près à son crab cake. Je serre la main de ma grand-mère sous la table. C'est bon, grand-mère. Mange. Le docteur Patel veut que tu manges. Elle tourne son visage vers moi. Ses yeux sont humides. Pas pour moi, ma chérie. Pour eux. Ceux qui parlent le plus fort de prendre soin de la famille ne sont presque jamais ceux qui le font. Sa voix reste sous la couverture des bougies. Il n'y a que moi qui l'entends clairement. Je sais, grand-mère, tu n'as pas à rester assise là et à subir ça. Si, pourtant, un dîner, c'était le marché. Elle hoche la tête une fois, lentement, et reprend sa fourchette. Elle mange 2 feuilles de laitue. Elle repose la fourchette. À l'autre bout de la table, Brianna est passée à l'histoire de ses fiançailles à Turks and Caicos, levant la main gauche pour que la lumière des bougies accroche le diamant. 3 carats, peut-être 2,5. Ma mère est déjà en extase. Mon père m'observe. Je ne lui rends pas son regard. Je le laisse regarder. Brianna tend sa main gauche au-dessus de la table comme si elle présentait une pièce à conviction. Alors Brett a mis un genou à terre sur la plage au coucher du soleil. Il y avait des pétales de rose, un violoniste. Il avait préparé tout un discours. Ma mère joint les mains sous son menton. 2,5 carats. 2,7 techniquement. Taille ovale, anneau en platine. Le téléphone fait le tour de la table. Tante Patricia s'extasie. Cousine Megan dit qu'elle a pleuré devant la vidéo de la demande. Quand le téléphone arrive à moi, j'y jette un œil. La bague est belle. Je repasse le téléphone. Elle est magnifique, Brianna. Félicitations à vous deux. Elle penche la tête vers moi, comme si j'étais un puzzle qu'elle avait déjà résolu. Merci, sœurette. D'ailleurs, tu as 34 ans. C'est quoi ton planning? Mon planning pour quoi? Tu sais, mariage, enfant, les vraies choses. Tante Patricia se tortille, mal à l'aise. Colette, ma chérie, tu vois quelqu'un à Chicago? Je me concentre sur mon travail en ce moment. Brianna rit comme si j'avais fait une blague. Oh mon Dieu, elle est mariée à son petit boulot de bureau. C'est trop mignon. Ma mère fait une moue compatissante. Certaines femmes ne sont tout simplement pas faites pour le mariage. Et c'est très bien. C'est très bien aussi. Brett, le fiancé de ma sœur, suspend un morceau de pain à mi-chemin de sa bouche. Il me regarde de l'autre côté de la table. Il regarde Brianna. Il me regarde à nouveau. Colette travaille dans l'architecture, c'est ça? Oui. Dans quel cabinet? Brianna coupe avant que je puisse répondre. Brett, elle fait de l'admin. Laisse-la tranquille. Il fronce les sourcils en regardant le profil de sa fiancée. Il repose le pain. Il prend son verre d'eau. Ma grand-mère observe toute la scène. Moi aussi. Et je remarque que l'homme à la table d'à côté aussi. Les plats principaux arrivent. Mon père commande l'entrecôte, saignante à l'intérieur. Il la découpe avec le même rythme méthodique qu'il utilise depuis toujours. Si, retourne. Si. À mi-bouchée, il parle sans lever les yeux. Ta mère et moi mettons à jour le trust familial le mois prochain. Cousine Megan dresse l'oreille comme un retriever. Oh, de gros changements! Important. Brianna et Brett vont emménager dans la maison du lac. On a décidé de la mettre à leur nom. Transfert de l'acte. Les yeux de Brianna s'écarquillent avec un timing parfait. Papa, tu es sérieux? Maintenant? On est sérieux.
La maison du lac est restée vide trop longtemps. Une jeune famille la mérite. Ma mère rayonne. Et Colette demande tante Patricia. Sa voix est prudente. Mon père ne lève toujours pas les yeux. Il coupe un autre morceau de steak. Colette a fait ses choix. Le patrimoine ira à ceux qui sont restés avec la famille. C'est ce qu'on pense, ta mère et moi. Un petit silence acéré tombe sur la table. Je pose ma fourchette. Je croise les mains sur mes genoux. Je ne réagis pas. La mâchoire de ma grand-mère se crispe. Tout son visage change pendant une demi-seconde. Richard, mon père continue de manger. Papa, c'est ta décision, dis-je. Ma voix est calme, posée. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne te demande rien maintenant. C'est vrai. Tu n'as pas demandé. Et c'est une partie du problème, Colette. Dans une famille, on demande. Tu te comportes comme si tu n'avais besoin de personne. Peut-être que je n'ai besoin de personne. Voilà. Voilà l'attitude. Ma mère lui donne un coup de pied sous la table. Il grogne. Le pasteur Tim se racle la gorge et demande la carte des vins. Je reprends ma fourchette. Je finis le morceau d'asperge dans mon assiette. Margie me tapote le genou sous la nappe. Ma sœur ne va pas laisser l'attention dériver loin d'elle. Je la vois se repositionner. Elle se penche en avant. Sa voix monte d'un cran pour que toute la table entende. Ok, ok. Avant de passer au vin, je veux qu'on parle de la promotion un instant parce que c'est vraiment important et je ne veux pas que ça passe au second plan. Le pasteur Tim hoche la tête, encourageant. Harlow Reeve vient de me nommer directrice senior des relations clients. En gros, je vais diriger l'équipe de l'East Wing, 12 personnes sous ma responsabilité. Je suis la plus jeune directrice senior qu'ils aient jamais nommée. C'est formidable, Brianna, dit le pasteur Tim. Merci, pasteur. Et en fait, il se passe quelque chose d'encore plus grand. Une fusion. Cousine Megan se penche. Une fusion? On s'associe avec un petit cabinet de Chicago. Un sacré upgrade culturel pour nous. Apparemment, ils font beaucoup de travail civique, bibliothèque, palais de justice, ce genre de choses. Un peu académique, mais l'équipe dirigeante est enthousiaste. Oncle Jim demande « Comment s'appelle le cabinet de Chicago ?» Brianna agite la main. Laisse-moi réfléchir. Cornwell, Caldwell, quelque chose comme ça? Vraiment petit. Honnêtement, je pense qu'ils ont beaucoup de chances de nous avoir. On apporte le portefeuille client. Eux apportent, je ne sais pas, un certain prestige en design ou quelque chose. Elle rit. Ma mère rit. Mon père rit. Oncle Jim lève son verre. À Brianna qui sauve un petit cabinet de Chicago. À Brianna. Le sourire de Brianna s'étire encore plus. Je ne devrais probablement pas trop en dire. Accord de confidentialité et tout ça, vous savez, des trucs de vrai boulot. Le pouce de ma grand-mère cesse de bouger sur le dos de ma main. Elle se fige complètement. À la table voisine, j'entends un verre posé avec trop de délicatesse, comme par quelqu'un qui ne veut pas attirer l'attention. Je ne regarde pas, mais je sais que l'homme au siège du milieu écoute chaque mot. Je prends mon verre d'eau. J'en bois une gorgée lente. Je repose le verre et laisse mes yeux glisser sur le côté dans un seul mouvement tranquille. L'homme au siège du milieu de la table voisine est un peu plus âgé que moi, la fin de la cinquantaine, cheveux argentés coupés courts, lunettes de lecture remontées sur le front. Il vient d'ouvrir son ordinateur portable et je distingue le bord inférieur d'une diapositive PowerPoint sur l'écran. 2 logos côte à côte. Harlow and Reeve, Caldwell and Partners. Cet homme est Daniel Reeve, associé fondateur du cabinet que ma sœur est en train de décrire comme un tout petit truc. J'ai participé à 6 visioconférences avec lui ces 4 derniers mois, y compris l'appel de clôture mardi. Il habite à 2 villes d'ici. Il est au Lantern ce soir avec ses consultants en intégration, préparant la réunion d'annonces publiques qu'il dirige en ville lundi matin. Il lève les yeux par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Il croise les miens dans l'étroit espace entre nos tables. Sa bouche s'entr'ouvre d'un demi-centimètre. Je lui adresse le plus discret hochement de tête possible. Il ne dit rien. Il dit juste « Je te vois ». Il referme la bouche. Il se lève lentement, pose sa serviette sur sa chaise et s'excuse vers le couloir des toilettes.
Je le vois sortir son téléphone en marchant. Quand je me retourne vers notre table, ma grand-mère observe mon visage. « C'était qui ?» chuchote-t-elle. « Un collègue. » « Un collègue de qui ?»« De moi. » Elle expire très lentement, comme si elle retenait son souffle depuis le commentaire sur la fusion. « Ma chérie, il va passer un appel ?»« Probablement, mais il n'en aura pas besoin. Pas avant quelques minutes. » Ma grand-mère ferme les yeux. Un petit sourire tire le coin de sa bouche. « Très bien, alors. » Margie demande plus d'eau. La carafe sur notre table est vide. Je me lève, la prends et me dirige vers le poste de service, contre le mur du fond. J'en suis à mi-chemin quand ma mère m'intercepte dans le couloir entre la salle principale et la zone privée. Elle me prend le coude, légèrement mais fermement. « Ma chérie, un mot. »« Maman, je vais chercher de l'eau pour grand-mère. » Ça peut attendre 1 minute. Mon père apparaît derrière elle. Il a dû nous suivre. Il s'approche suffisamment pour que son eau de Cologne m'atteigne avant sa voix. « Old Spice. » Le même flacon qu'il utilise depuis 1998. Colette. Voix basse. Tu es assise à cette table comme une pierre. Souris. Ris. Félicite ta sœur. Applaudis quand les gens applaudissent. Arrête de faire honte à cette famille devant le pasteur Tim. La main de ma mère se resserre sur mon coude. S'il te plaît, ma chérie, c'est juste une soirée. Tu peux nous donner une soirée. Je les regarde tous les deux. Je garde ma voix à niveau. Papa, j'ai souri. J'ai été silencieuse. Je n'ai pas dit un mot sur quoi que ce soit. J'ai félicité Brianna 2 fois. C'est le problème. Ton silence est bruyant. Tout le monde le sent. Tu mets toute la table mal à l'aise. Il y a 7 ans, vous m'avez demandé de me taire. Je me suis tue. Colette. Laissez-la finir sa soirée. La mâchoire de mon père travaille. Il pense que je suis sarcastique. Je ne le suis pas. Je suis précise. C'est tout ce que je demande, dit-il. Laisse-la finir sa soirée. D'accord, papa. Je la laisse finir. Je dégage doucement mon coude de la prise de ma mère. Je continue vers le poste de service. Je remplis la carafe moi-même. La serveuse sourit. Je lui rends son sourire. En revenant vers la table, je croise Daniel Rive qui sort du couloir des toilettes. Il ne me regarde pas. Aucun de nous ne ralentit le pas. Avant que je rentre avec cette carafe d'eau, je veux sortir de l'histoire un instant. Si vous regardez ceci et que vous avez la poitrine serrée en ce moment, j'ai ressenti exactement la même chose debout dans ce couloir. Le moment où on te dit que ton silence est le problème après des années, où on t'a dit que tes paroles étaient le problème. Ce moment-là brise un peu une personne. Si ça vous a déjà touché, faites une pause et laissez un seul mot dans les commentaires. Un seul mot. Silence. Je lirai chacun. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Ce que ma sœur a dit ensuite est la partie que vous ne voulez pas manquer. Retour à la table. Carafe d'eau en main. Le dessert arrive avant moi. Tiramisu pour ma grand-mère. Crème brûlée pour ma mère. Brianna a commandé un gâteau au chocolat sans farine et le coupe déjà. Je pose la carafe pleine devant Margie. Je m'assieds. Brianna est en pleine phrase. Je dis juste que l'architecture est un domaine vraiment difficile. Je ne pense pas que les gens en dehors comprennent à quel point c'est dur. Tout le monde n'y arrive pas. Il faut de la vision. Il faut du leadership. Colette, je ne dis pas ça méchamment, mais tu es plutôt quelqu'un fait pour les rôles de soutien, et c'est très bien. Cousine Mégane se penche. Colette, tu as un titre, en fait? Genre associé quelque chose? Brianna rit avant que je puisse ouvrir la bouche. Elle est en gros administratrice. J'ai regardé son LinkedIn l'année dernière. Ma mère hoche la tête. Elle ne met jamais rien sur ses réseaux. Parce qu'il n'y a rien à mettre, ajoute Brianna. Et la table lui offre le rire qu'elle poursuivait. Je coupe un morceau du tiramisu de Margie avec une cuillère propre et le lui tends. Elle le prend, l'avale, serre ma main. Brett, de l'autre côté de la table, fixe son gâteau comme s'il lisait quelque chose de désagréable dans le chocolat. Brianna, qu'est-ce que Colette a étudié à la fac? Je ne sais pas. De l'art ou un truc comme ça. Tu ne sais pas. Brett, c'est sans importance. Elle va bien. C'est une question simple.
Le sourire de Brianna vacille pour la première fois de la soirée. Mon père intervient. « Assez, Brett. On est là pour célébrer ta fiancée. Ne gâchons pas ça. » Brett se tait. Il boit son eau. Il ne cesse pas de regarder ma sœur. J'ajuste la sacoche sur mes genoux. Le dossier est exactement là où je l'ai laissé. Ma grand-mère, sous la table, serre ma main 3 fois. C'est l'ancien signal. Ça veut dire « à toi ». Je tourne la tête vers ma grand-mère. La table autour de nous bourdonne encore. Brianna explique à cousine Megan la différence entre une associée junior et une directrice senior. Les yeux de Margie sont dans les miens. Clairs, assurés, un peu humides. « Ma chérie », dit-elle à peine au-dessus de la lueur des bougies. « C'est bon de parler maintenant. Tu es sûre, grand-mère ? C'est moi qui t'ai élevée. Je sais ce dont tu es capable quand tu te décides. Je ne comptais pas le faire ici. J'allais repartir à Chicago. Je suis venue pour toi. Je sais que tu es venue pour moi. Et je te dis que tu as assez encaissé ce soir pour toute une vie. Parle. » Je la regarde. Vraiment. Les cheveux argentés fins, la peau de papier sur ses phalanges, le cardigan qu'elle porte depuis 10 hivers. Cette femme a élevé mon père et m'a élevé quand mon père a oublié comment faire. Grand-mère, si je dis ce que je sais, cette soirée finit mal. Cette soirée a déjà mal fini, Colette, il y a des heures. Tu ne l'as simplement pas encore déclaré. D'accord, je ne t'ai pas demandé de revenir pour les regarder te briser l'âme, ma chérie. Je t'ai demandé de revenir pour que tu puisses te fermer cette porte correctement. À tes conditions. J'acquiesce. Sa main serre la mienne une dernière fois. Ferme-la, ma petite. Je relève la tête. Je regarde ma sœur de l'autre côté de la table. Elle rit de quelque chose que l'oncle Jim a dit. Des miettes de gâteau au chocolat sur sa serviette, la lumière des bougies dans ses boucles d'oreilles. Elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. Mon père non plus. Ma mère non plus. Je prends une longue inspiration lente. Je soulève ma sacoche d'ordinateur sur mes genoux. Brianna remarque le mouvement de la sacoche qui remonte sur mes genoux. Elle s'arrête au milieu de sa phrase. « Ok, attendez. Avant qu'on avance, j'ai une question sérieuse. Colette. Oui. C'est quoi ton vrai titre? Parce que j'ai demandé à maman ce soir, et même elle ne sait pas. Je ne dis pas ça méchamment. Promis. Dis-nous, c'est tout. Tu es assistante? Coordinatrice de projet? Associée? Je pense que les gens voudraient savoir. Son ton est tout en douceur, le genre qu'elle réserve au moment où elle a un public et veut paraître gracieuse en humiliant quelqu'un. Mon père à côté d'elle pose sa fourchette. Réponds à ta sœur, Colette. Ma mère de l'autre côté hoche la tête avec insistance. Ma chérie, dis-nous quelque chose. N'importe quoi. Mets tout le monde à l'aise. Le pasteur Tim s'est complètement figé. Tante Patricia m'observe, la main à demi levée, comme si elle voulait arrêter tout ça et ne savait pas comment. À la table voisine, Daniel Rive a tourné sa chaise d'un quart de tour vers nous. Son ordinateur est fermé, ses mains croisées sur la nappe. Il écoute. « Colette », insiste Brianna. J'ouvre la fermeture éclair de la sacoche. Le bruit est faible. La table l'entend quand même. « Tu as raison, Brianna, » dis-je. J'aurais dû répondre la première fois que le pasteur Tim a posé la question. Alors, je réponds maintenant. Je fais glisser la bandoulière de mon épaule et pose la sacoche sur mes genoux correctement. Ma main y entre. Je ne me presse pas. Je ne tâtonne pas. J'en sors une fine pochette en plastique. Je la pose sur la nappe devant moi. Fermée. La table, pour la première fois de la soirée, est dans un silence complet. J'ai apporté quelque chose avec moi aujourd'hui, au cas où la question se poserait. Je ne pensais pas qu'elle se poserait. La voix de Brianna, plus faible. « Colette, c'est quoi ?» Je garde la main sur la pochette. J'ai passé 7 ans sans me justifier devant aucun d'entre vous. Ce soir, je fais une exception. J'ouvre la pochette. À l'intérieur, 3 feuilles de papier. Papier épais, filigrané, imprimé sur un en-tête que j'ai aidé à concevoir moi-même il y a 4 ans. Je prends la feuille du dessus et la tiens face cachée un instant. Le papier capte la lumière des bougies
et je vois l'ombre légère des logos qui transparaissent de l'autre côté. 2 logos côte à côte. Mon père plisse les yeux. « Colette, c'est quoi ça? Une mise en scène? » « Non, papa. C'est un communiqué de presse. Mon cabinet l'a envoyé à 9 heures ce matin. » Je retourne la feuille et la fais glisser sur la nappe blanche vers Brianna. Ni vite, ni lentement. Comme on fait passer un contrat sur une table de conférence. L'entête est nette et centrée. Caldwell and Partners, plus Harlow and Reeve Architects. Annonce officielle de la fusion. Brianna baisse les yeux. Ses yeux parcourent la première ligne, puis la deuxième. Ses lèvres bougent. Avec effet immédiat. Le cabinet fusionné sera dirigé par le managing principal. Elle s'arrête. Sa bouche reste ouverte. Le nom imprimé sous le titre est le mien. Colette M. Sinclair, anciennement de Caldwell and Partners, Chicago, Illinois. La table est dans un silence de mort. Le pasteur Tim est le premier à se pencher. Il lit l'entête à l'envers depuis l'autre côté de la table. Ses sourcils montent lentement comme un pont-levis. La main de ma mère remonte vers sa gorge. Oncle Jim repose son bourbon avec tant de précaution qu'on dirait que le verre est en coquille d'œuf. Je ne comptais pas en parler, dis-je. Mais vous avez posé la question. Brianna n'a toujours pas levé les yeux de la feuille. Sa bouche est toujours ouverte. Le gâteau au chocolat est intact devant elle. Je sors la deuxième feuille de la pochette. Une biographie d'une page. Ma photo dans le coin supérieur droit. En dessous, une liste de projets. La bibliothèque d'Evston. La rénovation du palais de justice du comté de DuPage. Le Lake View Community Art Center. 7 ans de travail imprimés sur une page. Je la pose à plat à côté de la première feuille. La fusion entre Caldwell and Partners et Harlow and Reeve a été annoncée en interne la semaine dernière. Le communiqué public est sorti ce matin à 9 heures, heure centrale. Je suis la nouvelle managing principale du cabinet fusionné. Ma voix ne tremble pas. Je ne l'élève pas. Je parle à la table comme je parle à une salle de conférence remplie d'ingénieurs, posée, factuelle. Je ne suis pas venue ici ce soir pour dire ça. Je suis venue dans l'Ohio pour voir ma grand-mère. Brianna m'a invitée à dîner. Je suis venue parce que grand-mère me l'a demandé. Si personne n'avait posé de questions sur mon travail, cette pochette serait restée dans la sacoche. Brianna lève les yeux de l'entête. Son visage est devenu blanc sous le fond de teint. Le blush sur ses pommettes ressemble à de la peinture sur un mannequin. « Tu… » commence-t-elle. « Brianna, l'annonce est publique depuis ce matin. Les RH de ton cabinet enverront un mail à toute l'entreprise lundi. Je suis ta nouvelle managing principal. » Le couteau de mon père heurte son assiette. Il ne coupe plus de steak. Il s'agrippe au bord de la table. Tante Patricia couvre sa bouche de ses 2 mains. Le téléphone de cousine Megan est sur ses genoux. Elle ne filme pas. Elle envoie un texto à quelqu'un sous la table. Je vois ses pouces s'agiter. Le pasteur Tim se lève. Il boutonne sa veste. Il me regarde. « Colette, je vous dois des excuses. Plusieurs, en fait. Vous ne m'en devez pas, pasteur, mais j'apprécie. Ma grand-mère, à côté de moi dans son fauteuil roulant, n'a pas dit un seul mot. Elle n'a pas besoin. Sa main est toujours dans la mienne. Brianna repousse sa chaise. Les pieds crissent sur le parquet. « Non, non, c'est faux. Tu as imprimé ça dans une boutique de copies. Papa, regarde. Elle a inventé tout ça pour ruiner ma soirée. » Elle arrache l'entête de la table et le tient contre la lumière comme si elle vérifiait un faux billet. Ses mains tremblent. « Le filigrane est juste là, Brianna, dis-je. Le même en-tête que ton bureau utilise pour la correspondance externe. Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu es partie. Tu as choisi de partir. Je suis partie. Et je me suis mise au travail. C'est un mensonge. Alors appelle Daniel Reeve. C'est l'associé fondateur de ton cabinet. Il est assis à la table juste derrière toi. » Brianna se fige. Elle tourne la tête lentement, comme quelque chose de mécanique. Daniel Reeve est déjà debout. Il boutonne sa veste sport. Il franchit les 4 pas de sa table à la nôtre. Il pose une main sur le dossier de la chaise de Brianna. « Mademoiselle Sinclair. » Il s'adresse à elle d'abord. Poli. Mesuré. Je m'excuse de ne pas m'être présenté plus tôt.
Je ne savais pas que vous et Colette étiez parentes. » Il se tourne vers moi. « Félicitations encore, Colette. L'équipe d'intégration est impatiente de vous avoir dans le bâtiment le mois prochain. Je finalisais justement le dossier de transition ce soir. » Il se retourne vers Brianna. « Brianna, je dois mentionner que toutes les nominations au poste de directeur senior sont en cours de révision dans le cadre de la restructuration liée à la fusion. Procédure standard pour une intégration de cette envergure. Nous commencerons à programmer les entretiens individuels dès lundi. La mâchoire de Brianna est verrouillée. Brett, à l'autre bout de la table, laisse tomber sa serviette sur son assiette. Il ne parle pas. Il ne regarde pas Brianna. Il me regarde. Mon père s'agrippe toujours à la table. Ma mère s'est mise à pleurer. Daniel fait un signe de tête à la table et retourne à sa place. Mon père se lève. Sa chaise heurte le mur derrière lui. Le bruit fait sursauter les Henderson. Tu as planifié tout ça. Son visage a la couleur d'un steak saignant. Son verre de bourbon est vide. Ses mains à plat sur la table. Tu as fait la route jusqu'ici et tu as tout orchestré pour humilier ta sœur devant la famille, devant le pasteur Tim, devant tout le fichu restaurant. Je croise les mains sur la table. Je ne me lève pas. Papa, je suis venue pour grand-mère. Brianna m'a invitée à dîner. Je suis venue parce que grand-mère me l'a demandé. Si personne n'avait posé de questions sur mon travail ce soir, je n'aurais pas dit un mot. Tu m'as dit de me taire. Je me suis tue. Tu lui as tendu une embuscade. J'ai répondu à une question. Avec des accessoires. Avec une pochette. Avec un document que mon cabinet a publié ce matin. C'est de l'information publique. N'importe qui avec un navigateur le verra d'ici lundi. Ma mère, les larmes coulant dans ses perles, se penche en avant. Pourquoi tu ne pouvais pas simplement mentir, Colette? Juste pour une soirée. Dire administrative. Dire assistante. Laissez ta sœur avoir sa soirée. Je regarde ma mère. Parce que vous me demandez de mentir sur moi-même depuis 7 ans. J'ai fini. Mon père abat sa paume sur la table. Les couverts sautent. Cette famille m'a dit d'arrêter de la faire mal paraître. J'ai arrêté. Je suis partie. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas écrit. Je n'ai rien publié. J'ai disparu pendant 7 ans et j'ai construit quelque chose de vrai. Et je n'ai demandé d'aide à aucun d'entre vous. Je n'ai rien volé. Je n'ai trompé personne. J'ai simplement arrêté de me faire toute petite. Le restaurant est silencieux. 2 tables plus loin, un couple a arrêté de manger. Mon père s'assoit. Il ne dit plus un mot du reste de la soirée. Le silence s'étire assez longtemps pour que j'entende la porte battante de la cuisine au fond. Le pasteur Tim bouge le premier. Il retire sa serviette de son col, la plie en carré et la pose à côté de son assiette. Il se lève. Je crois que je vais y aller. Margaret, je vous vois dimanche si vous vous en sentez la force. Il me regarde. Colette, pour ce que ça vaut, j'aurais dû vous contacter il y a des années. Je suis désolée d'avoir cru ce qu'on m'a dit. Merci, pasteur. Il me serre la main. Il laisse un billet de 20 sur la table. Il s'en va. Tante Patricia est la suivante. Elle ne part pas. Elle contourne la table et se tient à côté de moi. Sa main se pose sur mon épaule. Ma chérie, je n'avais aucune idée. Aucun de nous n'en avait. Je demandais de tes nouvelles à chaque Thanksgiving. Il disait toujours que tu n'allais pas bien, que tu galérais, que tu ne voulais pas de contact. Je sais ce qu'il disait, tante Patricia. Je les ai crus. J'en ai honte. N'aie pas honte. Je m'en suis sortie. Elle serre mon épaule une fois. Elle retourne à sa place. Oncle Jim se verse un nouveau bourbon. Il lève le verre dans ma direction. Il ne porte pas de toast. Il hoche la tête, simplement. Cousine Megan pleure doucement dans sa serviette. Les Henderson d'à côté ont l'air d'avoir assisté à un accident de voiture au ralenti. Ils font signe au serveur pour l'addition. Brianna repousse sa chaise jusqu'au bout. Elle se lève, mascara qui coule, fond de teint qui craquelle le long de la mâchoire. Elle attrape sa pochette. Elle ne me regarde pas. Elle ne regarde personne. Elle sort du restaurant par la porte principale. Brett la regarde partir.
Il ne la suit pas. Il prend son verre d'eau et le boit entièrement. Je me tourne vers ma grand-mère. Le reste de la table n'est plus que du bruit de fond. Ma mère se tamponne le visage avec une serviette. Mon père fixe son steak comme s'il lisait un éloge funèbre dans les nervures de la viande. Je m'agenouille à côté du fauteuil roulant de Margie, à hauteur de ses yeux. Grand-mère. Elle lève la main et la pose sur ma joue. Sa paume est fraîche et sèche. « Je savais, dit-elle. »« Tu savais quoi ? » ?»« Je savais que tu trouverais ton moment. Je ne savais pas que ce serait ce soir. Mais je le savais. Je suis venue pour toi. Pas pour ça. Je sais, ma chérie. C'est exactement pour ça que l'effet a été celui-là. Parce que tu n'es pas venue pour te venger. Tu es venue par amour. » Et la vérité se trouvait simplement dans la sacoche. Je ris. Un vrai rire. Le premier vrai de toute la soirée. « Mange ton tiramisu, grand-mère. Le docteur Patel va me tuer. Le docteur Patel peut attendre. C'est un meilleur remède. » Elle se penche dans son fauteuil. Elle prend mon visage entre ses deux mains. Elle m'embrasse le front comme elle faisait quand j'avais 7 ans et que j'étais tombée de la balancelle du Porsche et m'était ouvert le menton et n'avait pas pleuré. « Je suis fière de toi, Colette Marie Sinclair. J'ai été fière de toi chaque jour, même ceux où je ne pouvais pas te le dire. Merci, grand-mère. Maintenant, mange ton dessert. Le tiramisu ici est très bon. » Je me rassieds. J'approche l'assiette de tiramisu. J'en prends une bouchée. Elle a raison. Il est très bon. Je regarde de l'autre côté de la table. Mon père ne me regarde pas. Ma mère envoie des textos à Brianna sous la table. Brett demande l'addition au serveur. Je prends une autre bouchée. Je ne suis pas pressée. J'ai attendu 7 ans. Le dessert peut prendre son temps. Je ramène Margie au Sainte-Agnès, moi-même, en fauteuil roulant. L'infirmière nous accueille à l'ascenseur. Ma grand-mère s'endort avant que j'aie fini de border la couverture autour de ses épaules. Je reste dans l'embrasure 1 minute. Le moniteur cardiaque bip doucement. Par la fenêtre, les lampadaires du parking projettent de longs rectangles jaunes sur le linoléum. Je vais à ma voiture. Je m'assieds côté conducteur. Je ne démarre pas le moteur. Mon téléphone vibre. Brett. Je suis désolée. Je ne savais rien de tout ça. Je lis. Je ne réponds pas. Puis le nom de ma mère illumine l'écran. Je laisse aller sur la messagerie. 1 minute plus tard, Brianna. Pareil. Messagerie. David écrit de Chicago. Vu l'annonce en tendance sur LinkedIn. L'équipe communication gère les appels. Ça va ? Je tape. Ça va. Je rentre dimanche. Il envoie un pouce levé. Je reste assise dans la voiture 20 minutes. Le parking se vide. Un vigile passe et braque sa lampe vers mon pare-brise. Je fais signe. Il fait signe en retour. Je ne me sens pas triomphante. Je tiens à être claire là-dessus. Je ne me sens pas comme si j'avais gagné quelque chose. J'ai l'impression d'avoir terminé un travail très long et très silencieux. Comme remettre un projet de fin d'études après un semestre qui a duré 7 ans. Mon téléphone vibre une dernière fois. Brianna encore, cette fois un texto. Tu vas détruire ma carrière. Je le fixe. Je tape. Ta carrière n'est pas ma responsabilité. Elle ne l'a jamais été. J'efface le message. Je ne l'envoie pas. À la place, je verrouille le téléphone et le laisse tomber dans le porte-gobelet. Je démarre le moteur. Je roule jusqu'au Best Western sur la route 23 parce que cette nuit, je ne dors pas dans cette maison. La réception me donne une chambre au 2e étage. Je dors 7 heures d'affilée pour la première fois de la semaine. Samedi matin, je suis à la cafétéria du Sainte-Agnès à 7h45, en train de manger une banane et de boire un café d'hôpital qui a le goût d'avoir été préparé en 1997. Margie est en haut pour ses constantes du matin. J'ai 30 minutes. Brianna me trouve à la table dans le coin. Elle a l'air plus petite en plein jour. Pas de robe moulante, pas de talons. Elle porte un pull en polaire et des leggings, les cheveux en queue de cheval, les yeux gonflés. Elle s'assied en face de moi sans demander. Colette. Brianna. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'en suis désolée. Ne fais pas ça. Ne sois pas professionnelle avec moi maintenant. Je suis professionnelle. C'est exactement le propos. Elle pose ses 2 mains à plat sur la table.
Sa bague de fiançailles capte la lumière fluorescente. Colette, s'il te plaît, j'ai besoin de cet emploi. Brett et moi venons de verser un acompte sur la maison du lac. S'il me restructure dehors, si toi tu me restructures dehors, je perds tout. Brianna, en ce moment je ne suis pas ta sœur. Je suis la managing principale du cabinet pour lequel tu travailles. Si tu veux discuter de ton poste, écris à mon assistante Sarah lundi. Elle te fixera un rendez-vous avec ton chef de département. Tu vas vraiment me forcer à faire ça après tout ce qui s'est passé? Après tout ce qui s'est passé? Oui, c'est exactement pour ça. Elle me dévisage. Ses yeux se remplissent. Je ne savais pas que tu étais... Tu n'as pas demandé? En 7 ans, tu n'as jamais demandé ce que je faisais. Pas une seule fois. C'est injuste. C'est juste, Brianna. Tu avais mon numéro. Tu avais 7 ans. Tu as choisi de ne pas appeler. Elle recule sa chaise. Attrape son sac. C'est pas fini. Pour moi, si. Je ne mélange pas famille et décision d'effectif. Ton travail parlera de lui-même lundi. Elle se lève, elle sort. La porte de la cafétéria se referme en oscillant derrière elle. Je finis ma banane. Je monte voir Margie. Mon père arrive à 11 heures. Je suis assise dans la chambre de Margie, lisant les mots croisés du dimanche à voix haute, quand la porte s'ouvre et Richard entre. Il porte sa veste du dimanche, le visage fraîchement rasé. Il a l'air d'un homme qui a passé toute la matinée à répéter un discours devant le miroir de la salle de bain. Il se tient au pied du lit. Il ne s'assied pas. Colette. Papa. J'ai pris ma décision. Ta mère et moi te retirons entièrement du trust familial. La maison du lac, la propriété sur la route 12, le compte épargne. Tout va à Brianna. C'est définitif. Je pose les mots croisés. Papa, je n'ai jamais été dans le trust. Tu me l'as dit il y a 7 ans. Il ouvre la bouche, la referme. Ma grand-mère parle depuis le lit. Sa voix est plus faible qu'hier, mais elle porte. Richard, assieds-toi. Maman, c'est entre moi et... Assieds-toi. Il s'assied sur la chaise en vinyle près de la fenêtre comme s'il avait 10 ans et qu'elle l'avait pris à mentir sur qui avait cassé la fenêtre du sous-sol. Margie le regarde longuement. Le moniteur cardiaque bip. La perfusion goutte. Je t'ai regardé punir cette fille pour son honnêteté pendant 30 ans, Richard. D'abord pour avoir posé des questions, puis pour être partie, puis pour avoir réussi. J'ai fini de regarder. Elle se tourne vers moi. Colette, la maison de Linen Street est à moi. Elle l'a toujours été. Ton grand-père me l'a laissée, pas à ton père. Je cligne des yeux. Je mets le testament à jour cette semaine. Linen Street te revient, en totalité. Ma maison, ma décision. Grand-mère, tu n'es pas obligée. Je sais que je ne suis pas obligée. C'est pour ça que je le fais. Mon père se lève, boutonne sa veste, se dirige vers la porte. Tu fais une erreur, maman. Non, Richard. L'erreur, je l'ai faite il y a 30 ans. Je la répare maintenant. Il sort sans fermer la porte. On arrive presque à la fin. Et il y a une partie que je ne vous ai pas encore racontée. Ce que ma grand-mère m'a dit 3 jours plus tard sur son porche, à propos de la vraie raison pour laquelle cette famille fonctionnait ainsi depuis 30 ans. Si vous voulez l'entendre, restez avec moi encore quelques minutes et écoutez. Si cette histoire a touché la bonne personne au bon moment, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. C'est tout ce que je demande. Le dernier chapitre est celui qui m'a changé. Brett me rattrape sur le parking de l'hôpital dimanche matin. Je charge mon sac dans la Volvo, prête pour le retour à Chicago. Il est garé 3 places plus loin, adossé à son pick-up, bras croisés. Il a l'air de ne pas avoir beaucoup dormi non plus. Colette, tu as 1 minute. Une courte. Il se décolle du pick-up et vient vers moi. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas vu ce que j'ai vu vendredi soir. J'y pense depuis 48 heures. D'accord. Elle me raconte ta vie entière depuis qu'on sort ensemble. Que tu étais jalouse d'elle, que tu étais difficile, que tu es partie parce que tu ne supportais pas de ne pas être la préférée, que tes parents t'ont coupée parce que tu étais égoïste. Je m'appuie contre la Volvo. Je ne nie pas. Je ne confirme pas. Je le laisse parler. Est-ce que quoi que ce soit de tout ça était vrai, Brett?
Je ne vais pas te dire quoi croire. Ça, c'est entre toi et Brianna. Ce n'est pas une réponse. Si, pourtant. Tu as vu l'entête. Tu as vu l'associé fondateur du cabinet de ta fiancée le confirmer en personne. Tu as entendu mon père me demander de mentir. Il regarde l'asphalte. Pose-lui une question, dis-je. Une seule. Demande-lui le nom de mon école supérieure. Si elle peut répondre, peut-être qu'elle a été plus attentive que je ne le pensais. Si elle ne peut pas, tu en sauras assez. Il ne dit rien pendant un long moment. Je ne te demande pas de choisir un camp. Je te demande de poser des questions. Il hoche lentement la tête, met ses mains dans les poches de sa veste. Pour ce que ça vaut, dit-il, je crois que vendredi soir, tu t'es comporté mieux que quiconque j'ai jamais vu. Pour ce que ça vaut, je pense que tu es quelqu'un de bien, Brett. Il monte dans son pick-up, je monte dans ma voiture. On part dans des directions opposées. 3 jours plus tard, je reviens dans l'Ohio juste pour l'après-midi. Margie est sortie de l'hôpital. Elle est chez elle sur Linen Street. La balancelle du Porsche est fraîchement huilée. 2 tasses de thé sont posées sur la table d'appoint. Elle est enveloppée dans le plaid afghan bleu qu'elle a depuis avant ma naissance. Je m'assieds à côté d'elle. L'air d'octobre sent les feuilles brûlées et l'herbe mouillée. Ton père était le bouc émissaire de son propre père, dit-elle. Je la regarde. Ton grand-père, Dieu et son âme, n'était pas un homme facile. Il a démoli Richard chaque jour de sa vie. Il le traitait de lent, de mou, d'inutile. Et Richard a juré qu'il ne laisserait jamais sa propre famille faire la même chose à ses enfants. Et puis, il l'a fait quand même. Oui, les gens effrayés répètent ce qu'ils connaissent, ma chérie. Même ce qui les a détruits. Surtout ce qui les a détruits. J'enroule mes mains autour de la tasse de thé. La chaleur s'infiltre dans mes doigts. Ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Non, pas une seule seconde. Mais ça peut expliquer pourquoi tu es restée silencieuse si longtemps. Tu essayais de ne pas devenir comme lui, de ne pas être celle qui blesse les gens avec la vérité. J'y réfléchis longtemps. La balancelle du Porsche grince. Un bus scolaire gronde 2 rues plus loin. Je crois que j'ai cessé d'avoir peur de devenir comme lui le jour où je suis partie, dis-je. Alors tu es déjà plus libre qu'il ne le sera jamais. Elle se penche et pose sa main sur la mienne. Des doigts fins, chauds. La famille dans laquelle on est n'est pas toujours la famille avec laquelle on finit, Colette. Parfois la famille, c'est une grand-mère sur un Porsche. J'appuie ma tête contre son épaule. Ça me va, grand-mère. À moi aussi, ma chérie. À moi aussi. On reste assise là jusqu'à ce que le thé refroidisse et que les réverbères s'allument. Dimanche soir. Mon appartement sur Wabash. Le beau window donne à l'est. Le lac est une étendue de verre sombre à 5 blocs. Je laisse tomber mon sac près de la porte. J'accroche mon manteau. David est au bureau. Il a envoyé un texto il y a 20 minutes. Café sur ton bureau. Bon retour. J'entre. Le café est tiède. Les plans de la bibliothèque d'Evston sont étalés sur la table. Un post-it de l'écriture de David. Appel d'intégration avec Harlow and Reeve. Mardi, 10 heures. Tu diriges ? Je m'assieds. J'ouvre mon ordinateur. Je regarde les plans pendant 1 minute sans les lire. David frappe à la porte ouverte. Alors, comment c'était ? Ma sœur travaille pour moi maintenant. Mon père me raye d'un trust dans lequel je n'ai jamais été. Ma grand-mère me laisse sa maison de Linen Street. David prend une gorgée de son café. Il s'appuie contre le chambranle. Dans cet ordre ? Non, dans le seul ordre qui compte. Grand-mère d'abord. Il hoche la tête. Il n'insiste pas. La revue de la bibliothèque d'Evston. C'est jeudi. L'équipe structure a envoyé les échantillons de charpente. Ils sont bien. Bien. Tu vas bien, Colette ? Je le regarde. Mon associé, mon collègue, la personne qui m'a vu construire tout ça depuis une table pliante dans un bureau loué jusqu'à un cabinet de 90 personnes en 7 ans, et qui ne m'a jamais demandé une seule fois d'être autre chose que ce que je suis exactement. Je vais bien, David. Vraiment ? Vraiment. Il retourne dans son bureau. J'entends sa chaise rouler sur le sol. J'approche les plans d'Evston. 5 mètres de plafond, charpente en chêne, verrière nord-sud. La partie préférée de ma grand-mère. Je prends un crayon rouge et commence à noter des corrections.
J'avais été absente 3 jours. Le travail ne s'était pas ennuyé de moi. C'était le cadeau le plus silencieux de tous. Lundi matin, 9h15. Je suis à mon bureau. La Chicago River est grise et calme par la fenêtre. David est dans la salle de conférence d'à côté, en call avec les ingénieurs structure. Ma boîte de réception a 47 nouveaux emails. J'ouvre celui de Sarah, ma nouvelle assistante. Objet, planification. Brianna Sinclair. Brianna Sinclair a demandé une réunion concernant son poste dans la nouvelle structure organisationnelle. Elle est disponible du mardi au jeudi cette semaine. Que dois-je lui répondre? Je tape 4 lignes. Sarah, merci pour le signalement. Veuillez transmettre la demande au RH. Toutes les conversations de restructuration passent par la procédure. J'examinerai l'organigramme final avec l'équipe d'intégration avant que des rendez-vous individuels soient menés à programmer. CS. J'envoie. Je ferme l'email. Mon téléphone vibre. Je le retourne. Grand-mère Margie. Je décroche. La maison de Linen Street est à toi, ma chérie. L'avocat a déposé les papiers ce matin. Grand-mère, merci. Viens pour Thanksgiving. Juste toi et moi. Je ferai les patates douces. Juste moi et toi. C'est assez de famille pour une table, tu ne trouves pas? C'est plus que suffisant. Je raccroche. Je regarde par la fenêtre. La rivière coule toujours. La ville travaille toujours. Les plans de la bibliothèque d'Evston sont sur mon bureau. Et quelque part dans une petite ville, 5 heures à l'est, ma grand-mère est assise sur une balancelle et boit du thé dans la lumière d'octobre. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, merci du fond du cœur. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà dû fermer une porte qu'on ne vous autorisait pas à claquer? Je veux lire chaque réponse. Et si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a besoin de l'entendre, partagez-la ce soir. 2 autres histoires comme celle-ci vous attendent dans la description. Prenez soin de vous cette semaine.